Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 5 de Tranche de couple. Un peu de tension dans l'air, Max. Et oui, c'est comme ça qu'on a choisi d'appeler cet épisode du podcast. Vous verrez bien le petit lien avec les sujets. Alors, on vous remercie de votre écoute et on espère que vous continuez à trouver ce podcast intéressant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode pour nous aider à rester visible et nous encourager à proposer ce podcast tous les 15 jours. On passe d'abord à la rubrique Actu, avec un peu de tension dans l'air entre la Russie et la France. Ça n'est pas nouveau, mais là, tu vas nous parler, Max, de poker. Et oui, et plus précisément d'un poker stratégique entre la Russie et la France. Alors, ces derniers jours, les autorités russes ont continué d'hausser le ton par rapport à la France, y compris avec des menaces nucléaires. Tout ça fait suite aux propos d'Emmanuel Macron, suggérant que l'envoi de troupes en Ukraine n'était pas impossible. Et ça intervient au moment où l'activité des forces nucléaires françaises et russes s'accroît. Est-ce le signe d'une escalade ? Eh bien, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Tendu, les enfants. Exactement. Mais alors du coup, on vous propose d'en profiter pour vous expliquer ce qu'il se passe. Alors côté français, tout d'abord, nous avons 2 exercices qui se déroulent en ce début avril. Les exercices belote et poker. Une blague. Et non, c'est une blague. C'est bien les noms de ces exercices. Mais bon, le mot poker a un sens qui n'échappera à personne. La dissuasion, le bluff, tout ça. Et en même temps, il faut quand même être crédible. Alors, ces 2 exercices visent à entraîner les personnels à la mise en œuvre des armements nucléaires au sol et en vol. Ce sont des exercices qui sont cruciaux pour s'assurer qu'à tout moment, les forces nucléaires sont en capacité d'opérer à la demande du président de la République. Et vu la sensibilité des armements en question, c'est plutôt rassurant. Alors ces exercices sont aussi un message vis-à-vis des puissances qui pourraient en vouloir s'en prendre à la France. Ils démontrent que la France est prête opérationnellement et techniquement parlant pour un raid nucléaire. Car contrairement à un lancement de missiles nucléaires depuis un sous-marin, qui est l'un des volets de la dissuasion nucléaire française, un raid nucléaire avec des avions de chasse, qui est le deuxième moyen par lequel on peut porter et utiliser l'arme nucléaire en France, est extrêmement complexe. Alors, bon, mais que sont ces exercices ? En fait, ce sont des exercices qui sont en séquence. Le premier exercice, qui s'appelle belote, est un exercice assez vaste qui implique des personnels des forces stratégiques partout sur le territoire français, et ils se sont déroulés entre le 4 et le 5 avril. Le second exercice, poker, c'est une simulation d'un raid nucléaire aérien dans la profondeur du territoire ennemi, à basse altitude, avec plusieurs ravitaillements en vol, et où les pilotes doivent échapper aux avions de chasse qui jouent, eux, le rôle des intercepteurs ennemis. L'objectif pour les pilotes est d'atteindre leur cible sans se faire détecter. Ce sont des vols qui sont longs, très longs, pour simuler un vol dans un territoire éloigné de la France, complexes, compte tenu de la nécessité de voler en dessous de la couverture radar, et de ne pas se faire détecter par des pilotes qui sont aussi des pilotes professionnels et qui ont vraiment l'objectif de défendre une portion de territoire et de détecter toute menace. Et le contexte nucléaire impose aussi une obligation de résultat, ce qui engendre beaucoup de pression. Alors cet exercice se tiendra du 9 au 11 avril. Alors vous me direz, si ces exercices sont si sensibles, comment se fait-il qu'on en parle publiquement ? Alors tout d'abord, ces exercices requièrent des zones aériennes interdites aux vols commerciaux pour la sécurité de tout le monde. Donc ils sont annoncés et on a des zones qui sont ségrégées, interdites pour les vols commerciaux. Et puis par ailleurs, le fait que ces raids se tiennent et que la complexité des vols puisse être observée, c'est aussi important d'un point de vue de la dissuasion. Ça confirme la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Pour autant, même si on sait que ces exercices existent, on sait qu'ils se tiennent, tous les détails sont naturellement bien protégés et la sécurité est bien assurée. Alors du côté russe, maintenant, on a eu 2 tirs de missiles intercontinentaux, un missile léger et un missile lourd, qui sont également prévus début avril, dans la première quinzaine du mois d'avril. Le tir de missile léger vise à tester la coiffe d'un missile, donc c'est plutôt un tir de développement, comme ça qu'on l'appelle, pour préparer la prochaine génération. Et le second est un nouvel essai du missile intercontinental lourd qui avait raté son lancement en novembre dernier.
Et comme pour toute puissance nucléaire, eh bien, le succès des missiles nucléaires est un enjeu de crédibilité. Et il y a certaines indications selon lesquelles cet exercice aurait pu échouer à nouveau. Alors même que les tensions internationales sont élevées, la concomitance de ces exercices et tirs n'est qu'une coïncidence, puisque, en fait, c'est des exercices qui sont programmés plusieurs mois, voire plusieurs années en avance. Voilà, on espère que ça vous a plu, on est rentré dans quelque chose d'un petit peu différent, et que vous avez appris des choses. Eh oui, sur comment la France gère ses tensions. Et d'ailleurs, en parlant de tensions, on va pouvoir enchaîner sur notre deuxième sujet. Vous savez que la France a un certain nombre de tensions, notamment mémorielles. On parle souvent de l'Algérie, on parle ici du Rwanda et du génocide au Rwanda. Alors, c'est une histoire. La France et le Rwanda ont une histoire assez compliquée. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, selon des éléments envoyés à la presse sur WhatsApp le 4 avril, a rappelé notamment que quand la phase d'extermination totale contre les Tutsis du génocide a commencé, pour faire simple, au début de cette rubrique, le génocide au Rwanda, c'était un génocide de l'ethnie Hutu contre l'ethnie Tutsi. On reviendra sur ce que c'est qu'un génocide après. La communauté internationale, donc, avait les moyens de savoir et d'agir par sa connaissance des génocides que nous avaient révélés les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a, je cite, pas eu la volonté. Ça va aussi dans le sens des déclarations du même Emmanuel Macron en 2021, lors d'une adresse au Rwandais au mémorial du génocide de Kigali, regrettant que la France soit restée aux côtés d'un régime génocidaire, ce qui a conduit à une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire. Alors pour la présidence, cette démarche s'inscrit dans la continuité du travail mémorial, engagé déjà par Jacques Chirac au sujet du Veldiv il y a déjà plus de 20 ans, Emmanuel Macron, et puis poursuivi par notamment Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, sur notamment le passé colonial de la France en Algérie, par exemple, même si c'est un sujet encore plus sensible. Alors, lors de la diffusion finale de la vidéo le dimanche suivant, le chef de l'État n'a pas repris exactement ces mots. Pression des hommes politiques en place à l'époque, pression de l'armée. En tout cas, le rôle de la France dans le génocide reste encore assez flou. Alors déjà, qu'est-ce qu'un génocide ? Dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l'ONU, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre des membres de ce groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il s'agit d'éléments dits matériels, mais il y a aussi un élément psychologique qui est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Attention cependant, l'intention, précise l'ONU, est un élément c'est le plus difficile à établir. Pour qu'il y ait génocide en effet, il faut démontrer que les auteurs des actes ont eu l'intention de détruire physiquement ce fameux groupe. La destruction culturelle ne suffit pas plus que la simple intention de disperser un groupe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est intéressant de mettre ça en parallèle et de revenir précisément sur cette définition aujourd'hui au regard de ce qui se passe à nos frontières, en Israël, Palestine, en Ukraine et au-delà, quant à l'utilisation du mot génocide qui parfois est utilisé en dehors de la définition qu'on lui donne. Un massacre de masse, une guerre géostratégique ou géohistorique ne sont pas en eux-mêmes des éléments constitutifs du génocide. Alors, dans le cas du Rwanda, il s'est agi donc, je le disais au début, du massacre de la population issue du groupe ethnique Tutsi par les individus issus du groupe ethnique Hutu après une longue période de bouillonnement. L'élément déclencheur, historiquement reconnu, même si contesté, c'est l'assassinat du président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, issu de l'ethnie Hutu, après que son avion ait été touché par 2 missiles au décollage de l'aéroport de la capitale du Rwanda, Kigali. On compte pour ce génocide entre 800 000 et 1 million de morts sur une période de 3 mois entre le 9 avril et le 17 juillet 1994. Alors Emmanuel Macron a chargé l'historien Vincent Duclerc en 2019 de constituer une commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. La douzaine de chercheurs, accédant à des documents jusque-là classés, ont établi clairement les faits.
Le rapport a été adopté à l'unanimité et remis en mars 2021. Il est, selon ce qu'en disent ceux qui l'ont lu, accablant pour la France. Il établit la nature des relations entre les pouvoirs rwandais et français et nomme des responsables. C'est d'ailleurs sans doute sur la base de ce rapport, qu'Emmanuel Macron avait envisagé des mots aussi forts à l'origine, même s'il les a tempérés après. Selon cette même commission, la responsabilité de la France vient d'abord à son soutien au gouvernement en place entre 1990 et le génocide en 1994, considéré par le rapporteur comme violent, raciste et en train de préméditer déjà le génocide depuis plusieurs années. Et même pendant le génocide, alors que des éléments étaient déjà connus d'une volonté de réduire l'ethnie Tutsi au silence par tous les moyens, et la haine était attisée en permanence en ce sens. D'autres éléments, tels que l'abandon des employés Tutsi de l'ambassade de France à leurs tueurs, la non-intervention de l'armée française pour empêcher le massacre de Bizerro, la livraison d'armes avant et pendant le génocide, et enfin la collaboration de l'opération turquoise avec les autorités locales génocidaires sont autant de zones d'ombre qui renforcent la crainte d'un rôle, sinon actif, au moins passif de la France dans ce génocide. Un dossier de Luc Chaillot dans Le Progrès nous apprend que 30 ans après, les séquelles du génocide au Rwanda continuent de semer la mort et la désolation dans l'est du pays, où 1,5 million de Hutus rwandais se sont réfugiés, fuyant les conséquences de la tragédie causée par les plus extrémistes d'entre eux. Il y avait en effet une partie des Hutus qui était également considérée comme modérée et qui a été aussi visée par les plus extrémistes dans le cadre du génocide. Le Rwanda est aujourd'hui accusé de soutenir les rebelles Tutsis du M23 qui ont à l'époque assiégé Goma après avoir fait la chasse aux anciens génocidaires Hutus. Les guerres civiles oubliées dans l'est du Congo sur les cendres du génocide rwandais ont déjà fait 6 millions de morts et 7 millions de déplacés. En France, une instruction judiciaire est toujours en cours. Elle avait été reprise par le juge Marc Trévidy, qui est aujourd'hui par un autre magistrat. C'est une instruction qui avait été lancée à la demande des familles de l'équipage français de l'avion du président abattu. Raison d'État, protection de l'armée, aujourd'hui, cette instruction a beaucoup de mal à avancer. En tout cas, on espère que l'ouverture de ces d'archives permettra d'aider à éclairer sur le rôle. On se rend compte aussi que pour un événement qui s'est passé finalement dans le temps, il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années à peine, il est très difficile, à une époque où pourtant l'archivage était quelque chose déjà d'important, de trouver ces informations. Alors, il faut se dire aussi que beaucoup d'archives sont classifiées, elles ne sont pas accessibles en l'état. Espérons que le président Macron ou ses successeurs continueront à ouvrir ces archives pour permettre d'éclairer ce qui s'est passé là-bas. Et s'il y a un enseignement à tirer ici et un seul, c'est combien les actions de mémoire et d'études indépendantes de l'histoire, ainsi que la justice, sont importantes pour permettre de penser les plaies du passé. Et ce qui est notre présent aujourd'hui sera le passé dans quelques années. Merci Guillaume pour ce point sur les tensions mémorielles et voilà, d'une histoire qui est quand même tragique. 6 millions de morts, 7 millions de déplacés. Et d'une histoire qui n'est pas terminée aujourd'hui. On entendait l'autre jour à la radio des témoignages de personnes génocidaires et de familles de victimes. Enfin voilà, on sent que potentiellement les choses pourraient se rembraser les tensions sont pas finies. Tant qu'il y a de la rancœur, tant qu'il y a de la rancune, tant qu'il y a de la haine, et on peut imaginer combien il y en a à la suite d'un événement pareil. Voilà, il faut être hyper vigilant et hyper attentif. Alors Max, en parlant de tensions, notre pays favori au sujet des tensions électorales et politiques, les États-Unis. Ouais, on verra juste une petite brève pour parler de Donald, parce que son ego a encore frappé. Et ça s'est traduit dans une proposition de loi des représentants républicains de la Chambre des représentants qui ont proposé de renommer l'aéroport international de Washington, la capitale des États-Unis, au nom de Donald J. Trump. Et vous savez que Donald Trump a un espèce de... Il adore qu'on nomme des choses en son nom, que ce soit des hôtels, des casinos. Voilà, donc... Vraiment quel honneur que de renommer
cet aéroport international. Donc vous imaginez, à chaque fois que vous atterrirez à Washington, vous atterrirez chez Donald. Et pour se moquer d'eux, eh bien, les démocrates de la Chambre ont déposé une proposition de loi pour rebaptiser une prison fédérale située à Miami du nom de Donald J. Trump. Voilà, on en arrive là quand même, c'est assez triste. Bon, Guillaume, c'est toi qui nous fais la rubrique Belgitude aujourd'hui ? Il y a de la tension dans l'air, mais de la tension musicale aussi à Bruxelles, avec un festival techno qui s'est déroulé dans un des tunnels routiers de la petite ceinture du mini-ring de Bruxelles. L'occasion de revenir sur cette fameuse, pour les locaux et surtout pour les conducteurs, petite ceinture, en néerlandais Kleine Ring, ou R20, qui est une autoroute urbaine formée par une suite de boulevards et avenues passant en tunnel sous les principales intersections autour de ce qu'on appelle Mille-Bruxelles, le vraiment centre-ville de la région de Bruxelles-Capitale. La petite ceinture délimite le centre historique bruxellois, donc en empruntant un tracé qui correspond à la seconde enceinte de la ville, construite au XIVe siècle. Alors, ces tunnels sont plus connus à cause des embouteillages systémiques qui arrivent matin, midi et soir, sans compter quand les agriculteurs débarquent pour tout manifester. Là, c'est hors catégorie. Mais on les utilise aussi pour des raisons plus inattendues. Pour la Roller Bike Parade, par exemple, on vous en a parlé déjà régulièrement, c'est notre rendez-vous de l'été quand on est là. Ou alors pour les festivals de musique, comme le Listen Festival, qui a fait danser Bruxelles au son de divers styles de musique électronique du 26 au 31 mars 2024. Et il a envahi pour sa dernière soirée le complexe de tunnels situé sous la place Louise, après avoir notamment pris place au Botanique, à Flagey, à Beaux-Arts, la gare centrale de Bruxelles, à l'église de Laeken ou à la gare de Bruxelles-Congrès. Mais alors, faire de la musique techno dans les tunnels, c'est pas si nouveau en fait. La culture des clubs a grandi dans les communautés marginalisées, des personnes trans, queer, des gens de couleur dont le travail ne collait plus aux espaces mainstream. En conséquence, de nombreux clubs très influents ont occupé des espaces architecturaux et géographiques marginaux, tels les sous-sols, les ponts de chemin de fer, les zones industrielles ou les tunnels. Düsseldorf, Milan ou Tomorrowland, les exemples ne manquent pas. Et on préférera toujours davantage la petite ceinture comme lieu de festival techno que comme zone névralgique de bouchons et de pollution, de bouchons de fils matinaux à Bruxelles. Merci beaucoup Guillaume. Et voilà, ça conclut donc notre rubrique d'actu. Et on passe tout de suite à la rubrique vie de couple. Bon, alors, vie de couple. On a eu des vies un peu tendues par nos boulots respectifs. Vous avez déjà entendu ça quelque part. 15 derniers jours. Ouais, on est désolé de vous le dire. Mais du coup, compte tenu de nos contraintes respectives, on a du coup eu des emplois du temps différenciés, en particulier autour de ce week-end de Pâques, qui était... Enfin, il a compris. Alléluia. On peut dire Alléluia, c'est la fin du carême. Bah vas-y, je te laisse parler. Mais non, mais ça fait des années que je te dis que tu devrais apprendre à faire des choses de ton côté aussi, quand moi je travaille, et vice-versa. On arrive à se mettre d'accord pour trouver des vacances, des moments ensemble, mais il y a des moments où nos emplois du temps ne correspondent pas. Ça fait bientôt 14 ans que ça dure. Et c'est important qu'on puisse aussi prendre des bols d'air quand on peut en dehors. Moi, je trouve, en tout cas. Oui, alors en fait, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs jours autour du week-end de Pâques. Et donc, et c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Et donc, on a toujours un petit peu cette tension autour, en particulier de ce week-end-là, parce que Guillaume, généralement, c'est un week-end qui est toujours en général occupé pour lui, où il a du travail. Et donc, effectivement, comment articuler ces différents temps. C'est vrai que dans la mesure où on se voit pas beaucoup, j'ai plutôt tendance à essayer de privilégier le fait qu'on passe du temps ensemble, autant de faire se peut, pour le moment où on peut le faire. Et tu m'encourages régulièrement à faire des choses, même si ça veut dire que on ne se verra pas. Voilà, donc on l'a fait cette année. Donc pour conclure, c'est important aussi de trouver son équilibre, mais chacun doit respecter ce que l'autre souhaite. Et sinon, du coup, il fait beau, et donc on a remis le barbecue en route, Guillaume. Absolument, on commence à voir le printemps qui pointe petit à petit le bout de son nez, il fait meilleur.
On peut recommencer à faire des choses dehors. On a remis en route, effectivement, hier, le barbecue, fait nos premiers burgers de la saison. N'hésitez pas à taper à la porte ou nous mettre un message pour venir goûter les fameux burgers chèvre guacamole de Max. C'est pas si mal. Oh, c'est des chèvres, c'est des burgers communs. C'est des burgers Collectifs. de tous les deux. C'est des burgers bruxellois de tous les deux. Mais par contre, on a fait un petit accompagnement. J'ai préparé un petit accompagnement d'une recette d'un cuisinier fameux, Otto Lengi. Bon, c'était une recette peut-être à 65%, 70% d'Otto Lengi, parce que j'avais oublié une partie des ingrédients. Il faut dire que sa cuisine voilà, il cuisine avec beaucoup d'ingrédients un peu particuliers. Et j'avais regardé un peu rapidement, vraisemblablement. Mais c'est plein de trucs qu'il faut qu'on achète parce que c'est des choses relativement simples finalement, et à mon avis, on doit les retrouver dans la moitié de ces recettes de toute façon. Voilà, il me semble qu'on avait déjà eu ce genre de surprise quand on avait cuisiné avec les livraisons de Wonderfood, Foodbox, je sais plus. Fresh, HelloFresh. HelloFresh. Voilà. Alors bon, en fait, on n'a pas grand-chose à vous dire aujourd'hui dans notre rubrique vie de couple. Si on a pendu la pendaison de crémière, mais je pense qu'on vous en a déjà parlé lors de la prochaine. Non, c'est pas ça. Lors de du dernier épisode, je pense. Vous voyez, on ne sait même plus ce dont on vous a parlé. Voilà. Si, exactement, on vous en a parlé la dernière fois. Bon, allez, on finit cet épisode et comme ça, ce sera un épisode qui sera court. Tension, effectivement, Max, sur... Tension oui, tension sur les finales, de la demi-finale et les finales d'Eurovision. Et oui, l'Eurovision qui aura lieu en mai, comme d'habitude. Et cette année, ce ne sera pas comme les autres années, parce que d'habitude, les gros pays contributeurs à l'Eurovision, pays fondateurs, on les dispense de demi-finale et ils font simplement la finale. Et bien cette année, ils devront aussi participer à la demi-finale. Si tu veux être sélectionné aussi. Moi, tu me diras, ça nous évitera peut-être de voir certaines... Et donc les demi-finales auront lieu les 7 et 9 mai à 21h. Et alors on a quelques nouveautés à vous partager parce que Nicky Doll, qui, vous le savez peut-être, est la présentatrice de l'émission Drag Race France, rejoint le duo de Laurence Boccolini et de Stéphane Bern pour co-présenter l'Eurovision cette année. Alors du coup, ça devrait être un trio assez intéressant. Alors c'est déjà Payette et Stromboscope de partout en temps normal, mais alors avec Nicky Doll dans le trio, ça va être sympa à regarder, je pense. Voilà, on rajoute une perruque et un peu de make-up. Faisons ça. Voilà, et puis ça donnera de la visibilité pour Nicky, qui, j'ai l'impression, anime ou co-anime de plus en plus de shows, puisque ses talents de présentatrice ont été remarqués. Et puis, de manière générale, pour la communauté drag, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour un événement qui est plutôt queer-friendly. Absolument. Et alors le deuxième petit sujet qu'on voulait traiter dans cette rubrique sur l'Eurovision, chanson à l'aube des élections européennes, la chanson Europapa des Néerlandais, qui a probablement de sacrées chances de plaire au public. Alors on vous fait écouter un petit extrait. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Bezoek mijn friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Europapa, Alors voilà un petit extrait de cette chanson Europapa. Alors elle a plein d'atouts.
son premier atout, c'est un bon évidemment rythme. ce bon rythme. Hein, Il y a qui plein de va bonnes permettre tensions. aux gens de chanter, de danser, de taper dans les mains dessus. Elle parle d'Europe. Le mec a des costumes improbables. Ça, on est typiquement dans l'Eurovision. Je m'inquiète juste pour la version originale en néerlandais, mais je suis quand même curieux de voir jusqu'où Mais en elle va fait, aller. ils font un mix de néerlandais et je crois que les refrains sont à moitié en anglais. Donc, mais je trouve que le rythme, c'est osé de mettre du néerlandais. Hein, je peux le dire. rythme est en fait assez entraînant comme refrain. Europapa. Donc, on va voir ce que ça donne, mais ça a peut-être des chances. Alors, on ne vous dira pas que ça deviendra le nouvel hymne européen, mais voilà, peut-être que cet été, autour des élections européennes, ben, on chantera Europapa, Europapa. Et puis bon, vu qu'il y a un peu un côté Papa Outé, il rend d'ailleurs hommage dans sa chanson à Stromae et à Papa Outé dans Europapa. Voilà, et ben on vous tiendra au courant, mais c'est pas tout de suite, c'est dans 2 épisodes, on vous parlera sans doute d'Europapa et du destin, on espère pas trop funeste, de cette chanson néerlandaise pour l'Eurovision. Eh oui, on va bientôt avoir nos habituels épisodes de l'Eurovision et de la Pride. L'Europodcast et le Pride Podcast. Exactement. On en a déjà parlé la dernière fois. Ils arrivent, brace yourself, soyez prêts. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de ce 15e épisode de la saison 5. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivés au bout, voilà, merci. Hein. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube, Twitter, un pouce bleu sur Facebook. Surtout, n'oubliez pas de partager. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Ou du coup pas cette fois-ci pour le dimanche soir, puisqu'on l'enregistre, on est lundi. Désolé. Mais Alors, ça arrive. D'ici au prochain épisode, eh bien portez-vous bien et gros bisous. Et puis à très vite pour de nouvelles tranches. Oh pas trop tendu, hein.